Bonjour à tous, merci d'être là. Un petit rappel du contexte de pourquoi ce webinaire. Du coup, on fait partie du groupe Accès aux soins de la COP Situation complexe de handicap. Dans ce cadre, on a décidé, dans un premier temps, de travailler autour de l'habituation aux soins. Donc, on a un groupe de toute la région, hein, avec différents professionnels et familles. Du coup, on a commencé donc la thématique habituation aux soins et puis là, on arrive un peu à la fin, on a encore un atelier et puis après, on va clôturer. Et on a un deuxième projet qui est autour de la douleur. Et donc, pour initier cette nouvelle réflexion autour de la douleur et accompagnement, on voulait vous proposer, ce qui nous paraissait essentiel, une présentation déjà des échelles de la douleur qui sont reconnues par l'HAS. C'est juste pour avoir des outils communs et qu'ensuite, lors des prochains temps qu'on vous proposera, on puisse avoir les mêmes bases. Voilà rapidement la présentation. Sylvie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bonjour à toutes et à tous. Non, rien de particulier. Tu as fait ça merveilleusement, Estelle. Et puis, on invite les participants qui souhaitent nous rejoindre dans le groupe de travail à se manifester. On les accueillera avec grand plaisir. Tout à fait. Je dois remettre le son Euh, sur mon ordi. Il est bloqué à pas de son. Il y a quelqu'un Curieux, ce on vous truc. entend parler. Je coupe le son, Madame Bernier. Qu'elle entend. Ouais. Du coup, tu n'entends pas ce qu'ils disent? Non. Après, c'est. Je vous laisse la parole. Allez-y. Bonjour à tous et toutes. Donc, je m'appelle Caroline Marié, je suis infirmière référente douleur et du CLUD à la clinique Jules Verne, donc j'ai un DU sur la prise en charge de la douleur. Et je suis infirmière coordinatrice à la clinique Jules Verne, toujours à Nantes, d'un parcours qui s'appelle Handi Jules Verne, pour faciliter l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Cette double casquette, elle me permet d'être vraiment sensibilisée à la bonne prise en soin de nos patients handicapés et la prise en soin de la douleur. On sait que la prise en soin de la douleur, c'est vraiment un axe central pour une prise en soin de qualité et ça passe par des échelles validées et qui nous permettent d'avoir un langage commun, mais on va développer ça tout de suite. Bonjour à tous, moi c'est Déborah Larsonneur, je suis ergothérapeute et coordinatrice de Handi Santé 53, donc un dispositif fait pour faciliter l'accès aux soins des personnes en situation de handicap en Mayenne. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va vous présenter quelques échelles d'évaluation de la douleur, plutôt spécifiques aux personnes en situation de handicap, même s'il y en a certaines qui peuvent être utilisées avec d'autres types de populations, reconnues par l'HAS. On ne les présentera pas toutes non plus dans celles qui sont reconnues par la chaise, parce qu'on a essayé de privilégier celles qui nous semblaient les plus intéressantes pour vous. Donc, on va commencer par une définition de la douleur qu'on a sélectionnée, celle de l'International Association of the Study of Pain. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire présent au potentiel ou décrite en termes d'un tel dommage. Donc, cette définition, elle a été enrichie avec l'incapacité de communiquer verbalement ne nie en aucune façon la possibilité qu'un individu éprouve de la douleur et qu'il ait besoin d'un traitement approprié pour soulager sa douleur. Alors peut-être pour aller un peu plus, avec des mots un peu plus simples, la douleur, c'est une protection de l'organisme. On a tous eu une entorse, on ne peut pas poser le pied à terre. L'organisme, voilà, il se protège en fait en mettant des petits capteurs pour identifier la douleur de façon à le protéger. La douleur, c'est aussi une expérience personnelle. Euh, Suivant comment on a été élevé, suivant notre culture, le lieu où on vit, on va avoir des expressions un peu différentes. Donc, elle est vraiment aussi propre à chaque individu. Quelque chose d'important, c'est qu'il faut toujours croire une personne qui se plaint de douleur. Du fait des composantes multifactorielles de la douleur, déjà d'être entendu dans cette douleur, c'est déjà avancé et c'est déjà un respect de l'autre. Elle peut s'exprimer en mots, cette douleur, en comportement, agitation, violence, en perturbation physiologique, une accélération du pouls, la pression artérielle, et aussi en attitude atypique, retrait sur soi, des positions antalgiques.
Faire attention aux comportements, à l'opposé, aux comportements passifs, qui sont aussi importants à surveiller et qui peuvent montrer en fait une douleur qui s'est installée et nos patients handicapés qui sont pas sentis entendus, bah, qui du coup se rentrent dans leur coquille pour se protéger. Et toujours prendre en compte les observations de l'entourage. Les éducateurs, les parents. Ah, je sens que il n'est pas comme d'habitude. Bah, cette petite sensibilité, parce qu'on connaît bien, quand on connaît bien le patient, elle est vraiment à entendre et à prendre en compte. Ah, on sait que les personnes en situation de handicap, elles Cette peuvent avoir... sensibilité inhabituelle est à prendre. Désolée, Cette sensibilité inhabituelle. Jiminy, c'est en route, c'est la meilleure. Bref, les personnes en situation de handicap, on le disait, donc elles peuvent avoir des difficultés à exprimer leur douleur. Donc leur douleur, elle peut être décalée dans le temps. On peut tomber et avoir mal plus tard. Elle peut aussi être décalée par rapport à la situation anatomique réelle. Donc ils peuvent ne pas réussir à localiser réellement le point douloureux. Il y a une image corporelle qui est des fois perturbée, qui peut être perturbée chez nos patients en situation de handicap. Voilà. On sait que l'anxiété, ça majeure la douleur, que c'est très souvent lié et que la douleur, elle accroît la vulnérabilité de ces patients-là, surtout quand ils ne peuvent pas communiquer. Bien sûr, oui. Du coup, l'objectif d'épicer sa douleur, c'est de détecter précocement les problèmes somatiques avant qu'ils s'installent et que du coup, ils deviennent de plus en plus envahissants. Et particulièrement chez nos patients en situation de handicap, encore une fois, parce qu'ils ne sont pas toujours en capacité de nous l'exprimer. C'est aussi prévenir les expériences difficiles, une prise de sang, un soin invasif, toujours se dire comment ça peut engendrer de la douleur, comment on peut prévenir ça. Alors pourquoi utiliser une échelle? Parce qu'il faut toujours s'interroger sur la présence d'une éventuelle douleur, d'une gêne, d'un inconfort. Et en fait, quand une douleur est suspectée, une évaluation doit être réalisée de manière systémique et régulière et être transcrite dans le dossier. C'est pour ça qu'il faut des outils adaptés. Dans les établissements de chirurgie, on est obligé de tracer la douleur. Pour les certifications, on doit avoir une traçabilité de la douleur. À un moment donné, les établissements, les foyers, les MAS vont être aussi dans cette démarche de l'HAS. Et certainement, à un moment donné, alors, il va falloir aussi que ce soit tracé. Donc, l'utilisation d'outils de repérage et de liaison, elle permet l'obtention d'un score chiffré, permet d'avoir un langage commun. On ne dit pas un peu mal. Un peu mal, c'est très subjectif, ça ne veut rien dire. Et puis, on sous-estime toujours la douleur de l'autre. On a toujours l'impression, on la banalise toujours, on a toujours l'impression qu'il en rajoute. Donc, du coup, avoir un score, 8 sur 10, c'est un chiffre qui parle en lui-même. Ça permet d'avoir une conduite à tenir, vigilance accrue, si l'échelle de la douleur est un petit peu haute. On va observer un petit peu plus le patient. On va chercher s'il a une zone de retrait pour pouvoir voir où il a mal exactement. Ça permet de suivre l'évolution. Et c'est important, du coup, quand on a une évaluation de la douleur qui est haute, de la réévaluer. Et il faut prendre le temps de questionner la personne afin de vraiment avoir une information complète. Et en fait, ça va renforcer la pertinence et la légitimité des informations. Et du coup, ça va permettre d'avoir pour le médecin des éléments vraiment objectifs. Et puis, si on a pu un petit peu trouver la zone qui était responsable de la douleur, ça permet vraiment d'orienter vers les examens complémentaires éventuels. Une petite chose importante aussi, c'est effectivement, pour avoir vraiment un langage commun, c'est de toujours avoir la même échelle pour un même patient. On va le développer un petit peu plus loin, mais pour le même patient, c'est important, une fois que l'échelle, on trouve qu'elle est appropriée, de la garder. Et surtout que l'évaluation doit être adaptée à la personne, à son état de communication et de compréhension. Donc, il y a deux types d'échelles, les échelles d'auto-évaluation et les échelles d'hétéro-évaluation. Nous, on va commencer par les échelles d'auto-évaluation qui, normalement, doivent être privilégiées quand c'est possible. Donc, pour utiliser une échelle d'auto-évaluation, il faut que la personne, elle communique, qu'elle soit en capacité d'évaluer elle-même sa douleur. Et cette échelle va, du coup, nous traduire un score.
Alors, vous en voyez plusieurs s'afficher à l'écran. Il y a l'échelle verbale simple, c'est-à-dire qu'on demande au patient de décrire l'intensité de sa douleur à l'aide de mots simples. La douleur, elle est présente, absente, légère, modérée. On peut aussi parfois simplifier le vocabulaire si besoin avec vous avez mal, non, oui, un peu, moyen, beaucoup. Il y a également l'échelle numérique où on demande au patient ou à votre résident de donner une note de 0 à 10 pour situer le niveau de sa douleur, en sachant que 0, il n'y a pas de douleur, et 10, c'est la douleur maximale imaginable par la personne. Ce chiffre en fait de douleur, il permet aussi de déclencher des protocoles. En fait, par exemple, alors, je parle de mon établissement puisque c'est ce que je connais le mieux. En fait, on déclenche un antalgique, c'est un protocole écrit qui nous permet de déclencher un antalgique à partir d'une douleur modérée. C'est tracé, ce qui permet de, en fait, l'objectif, c'est d'anticiper, enfin, de gérer le mieux, au mieux et au plus vite la douleur pour pas qu'elle s'installe et pour pas que le patient soit dans l'inconfort. Il y a une autre échelle qui s'apparente plus à, en fait, c'est l'échelle numérique, mais avec une petite réglette. Attendez, je vous la montre. Hop là. Donc, en fait, désolé. Hein. Du coup, alors vous la connaissez sûrement, il y a une phase patient et une phase de l'autre côté qui est pour le soignant. Donc, en fait, on va demander au patient plus il a mal, puis de montrer comment il a mal. Donc, en fait, à l'arrière, ça va permettre d'avoir, pareil, un chiffre de douleur modérée, douleur légère. Alors, attends. Est-ce que vous voyez l'échelle ou pas? Enfin, est-ce qu'elle montre ou pas? Non. Non, c'est ce qui me semblait. Essayer de faire autrement. Tac. Je tente un truc. Est-ce que là, vous... Ah, mais non, mais ça, vous ne voyez pas non plus. Non. Arrête ton partage de... On va faire autrement. À ce moment-là, on gardera pour celle-là. Ah, vas-y, on va voir. Alors, attends, le temps que le partage s'arrête. Mais toujours partager ton écran. Ah, j'arrête de partager. Oui, arrête de partager ton écran. Ouais. Okay. C'est juste parce que, voilà. Vas-y, il est ouvert pour ouvrir la vidéo. La caméra. Oui. Ouais. Comme ça, on verra que celle-là. Ça va être plus facile. Non, mince. Okay. Je me suis trompée, j'ai demandé à quelqu'un d'autre, je crois. Non, mais peut-être, du coup, je vous ai... Ah, oui. Alors, non, oui, désolé. Alors, on referme votre caméra. Désolé, c'est juste que... Après, peut-être vous la connaissez. Vive la technique. Est-ce que tu veux peut-être Oui, je vais te demander. Après, on la connaît, cette échelle. Oui, mais c'est pas grave. Ouais. Voilà. Vas-y, c'est bon. Voilà. Là, vous allez voir sa lumière. Voilà, super. Donc, en fait, il y a une petite réglette, vous la connaissez. Hein. Tu peux approcher un petit peu plus que là, ouais, sur l'écran, ça fait... Ouais. Et donc, il y a une phase, c'est cette phase-là qu'on montre au patient. Et l'autre face, en fait, permet d'avoir un chiffre correspondant. Donc, en fait, alors nous, en fait, c'est... Je vous mets en avant. Et du coup, en fait, on dit au patient, tu me montres combien tu as mal, en fait. Plus il va le lever, plus, en fait, la douleur va être intense. Même, en fait, c'est pas très important, même si le code très haut, mais nous, toujours pareil, on est toujours dans la subjectivité, on dit, ben non, c'est pas vrai, le patient, il a pas mal. En fait, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que quand on va le réévaluer, et par exemple, on a donné un antalgique, on a mis de la glace, et que ça baisse, bah, ça veut dire que c'est efficace. Et en fait, c'est cette différence qui va être importante quand ils n'ont pas bien, des fois, compris. Nous, on fait des séances d'habituation aux patients qui sont en capacité de comprendre. En fait, on travaille avec des foyers avant le bloc opératoire, on leur en donne, de façon à ce que le patient appréhende bien cette échelle et puisse de lui-même évaluer la douleur. Ce qui est possible pour beaucoup de nos patients, déficients intellectuels, quand il n'y a pas de trouble cognitif, il n'y a pas de problème. Petite astuce, c'est d'utiliser de façon verticale. Et ça, c'est vrai aussi pour les personnes âgées. Parce que en fait, nos patients handicapés et les personnes âgées, pareil, n'ont pas un repérage dans l'espace qui leur permette de comprendre. Habituellement, on l'utilise comme ça.
Et en fait, c'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus significatif pour eux voilà, de l'utiliser comme ça. Il y a une question de où on peut se procurer cette échelle. Alors, si vous la commandez sur le site Sparadrap, elles ne sont pas très très chères. Je crois que c'est 1 euro les 15 ou un truc comme ça. Et après, sinon, il faut essayer avec les labos. Nous, on a essayé. Voilà, on les a eu avec des labos. Et elles sont bien, elles sont plastifiées, donc il n'y a aucune. C'est facile à utiliser. Peut-être, du coup, comme on est comme avec la caméra, je vous montre la prochaine échelle, qui est l'échelle des visages. Alors, elle est un peu moins. En fait, on va demander. Il y a une expression des visages qui est différente et qui montre. Tu vas me dire comment tu as mal. Et en fait, le patient va montrer le visage qui va correspondre à un chiffre pareil pour la douleur. Cette échelle, et même l'échelle visuelle analogique, on la voit souvent avec des pictogrammes qui sont emojis très rigolos et qui pourraient sembler plus parlants parce qu'ils sont en couleur. Il faut faire attention parce qu'en fait, les échelles de la douleur, c'est un travail à long terme sur plein de patients pour homogénéiser les choses. Et donc, du coup, le fait de mettre des couleurs, on n'est pas neutre. Donc, c'est pour ça qu'elles ne sont pas validées par l'HAS. Après, je trouve que nous, on a autorisé à ce qu'elles soient utilisées dans notre établissement parce que quand les patients ont ce qui compte, c'est qu'on puisse avoir une bonne évaluation de la douleur quand même. Et donc, quand on ne peut pas faire autrement, on l'utilise. Voilà. Donc, vous voyez ces trucs d'échelle, sans doute vous avez vu, ça fait un cône avec des figures de visages plus ou moins de couleur rouge, plus ou moins. Voilà. Après, toutes ces échelles ne montrent pas où le patient a mal. Donc, il faut pouvoir compléter ça avec. Ça permet juste de mesurer la douleur. Alors, je vais arrêter la vidéo et repartager à nouveau. Vas-y. J'ouvre l'autre. Alors, ça c'est bon. Donc, on va passer maintenant aux échelles d'hétéro-évaluation. Donc, elles sont utilisées quand la personne elle communique pas ou qu'elle présente des troubles cognitifs avancés. Et cette fois-ci, c'est le professionnel qui va faire l'évaluation par l'observation de la personne avec des critères bien définis. Et c'est ensuite cette observation qui pourra permettre d'avoir un score. Donc, l'échelle GDI, c'est une échelle de cotation sur 30 items avec une modulation des réponses. On peut avoir un chiffre de modulation absent un peu ou beaucoup. Elle est utilisable pour les adultes et les enfants, cas de polyhandicap, aussi bien en aigu que de façon, je vais dire journalière, mais c'est un peu exagéré, mais de façon pour identifier une douleur dans d'autres plus instables. Voilà, merci. Plus installé plutôt, oui. Et du coup, le grand intérêt, c'est qu'elle ne nécessite pas de connaître le patient. Elle est un petit peu longue, mais elle est très fine. Pareil que sur les autres échelles, hein, en fait, elle donne un chiffre de la douleur qui permet d'avoir une prise en charge en fonction du chiffre de la douleur, ou de voir ce qu'on en fait. Alors ensuite, il y a l'échelle San Salvador. Donc là, ce que vous voyez s'afficher à l'écran, c'est ce qu'on appelle le dossier de base. Donc l'intérêt de cette échelle, justement, c'est que elle est utilisable chez l'enfant et l'adulte, notamment pour les personnes porteurs de polyhandicap. Et l'intérêt de ce dossier de base, c'est qu'il peut suivre la personne. C'est-à-dire que si vous remplissez ce dossier dans la résidence et que le patient part en hospitalisation, il va servir lors de l'hospitalisation pour des professionnels qui ne connaîtraient pas
votre résident. Donc, on remplit évidemment ce dossier de base quand il n'y a pas de situation de douleur, quand la personne elle a son comportement habituel. Ça peut même être rempli par un parent ou par au moins un soignant dans ces cas-là qui s'en occupe de manière quotidienne. Souvent, il y a des référents dans vos établissements, donc ça peut être cette personne-là. Et quand il y a une situation douloureuse ou du moins une modification du comportement habituel du patient, là, on va utiliser la grille de cotation. Il y a 10 items sur cette grille. Grâce au dossier de base, on peut remplir cette grille sans connaître la personne. Par contre, l'évaluation elle va être nécessaire. Il va falloir faire l'observation sur les 8 heures précédentes et réévaluer toutes les 8 heures la personne. Je crois qu'il y a un film qui parle qui parle de cette échelle. Caroline, toi, tu Ouais. peux en discuter. Les ailes du regard, je vous conseille, on arrive à la voir. Alors sur YouTube, il y a juste un petit extrait, pardon. Mais sinon, on peut la télécharger. Et du coup, elle montre bien, en fait, elle est intéressante parce qu'elle montre bien les douleurs de l'inconfort. Dans les ailes du regard, ce sont des patients qui sont avec des coques. Et du coup, ces coques, elles peuvent des fois provoquer de l'inconfort parce qu'elles sont un peu blessantes. Et donc, c'est intéressant. Elle est intéressante pour ça aussi, parce qu'elle a une vision très fine, en fait, et une évaluation très fine du ressenti du patient. Ce qu'on peut voir de toutes ces échelles, en fait, c'est que c'est vraiment, on vous montre un panel d'échelles qui est vraiment adapté, en fait, à vos besoins. Le besoin si dans votre foyer ce sont des enfants, il va peut-être pas exclusivement des enfants, ça va peut-être pas être le même besoin quand il y a une population de jeunes adultes et de personnes plus vieillissantes. Donc les échelles, l'idée c'était de vous montrer des échelles variées de façon à répondre à vos besoins. Voilà. Et qui permettent de juger vraiment d'une différence de comportement. Votre résident, il peut très bien crier habituellement, mais si ça ne se manifeste pas comme d'habitude, là, on peut chercher en effet s'il n'y a pas une présence de douleur. Ça c'est important. Alors, vous avez aussi l'échelle d'évaluation de l'expression de la douleur chez l'adolescent ou l'adulte polyhandicapé, qui est assez semblable à celle qu'on vient de présenter, qui se veut simple et rapide. Donc là, il n'y a pas de dossier de base, par contre. Donc, il faut quand même connaître, là pour le coup, il faut connaître votre résident ou votre patient. Et ça mesure à nouveau l'écart qu'il peut y avoir une expression habituelle et une expression perturbée dans l'hypothèse d'une douleur. L'Evadol, alors l'Evadol, elle, c'est vraiment une échelle d'évaluation de l'enfant. Elle est simple d'utilisation de la naissance à 7 ans. Il n'y a pas besoin de connaître l'enfant. Et c'est plutôt l'échelle du post-opératoire, mais elle peut être utilisée aussi dans des soins courants, des douleurs un peu plus prolongées. Et pareil, il y a une modulation de la douleur qui permet de le faire qu'elle soit très fine. Du coup, on ne le voit pas encore sur l'écran. Si c'est la FLAC et la FLAC modifiée. Donc, la FLAC, à l'origine, c'est une échelle pour les enfants de 0 à 7 ans. Alors, encore une fois, je vous montre du concret ce que nous, on fait à la clinique. En fait, la FLAC modifiée est pour les jeunes adultes en situation de handicap de 4 ans à 19 ans. La FLAC modifiée, en fait, elle a des items un peu plus poussés que la FLAC simple. Donc, on a choisi de plutôt les regrouper de façon à ne pas multiplier les échelles. C'est le gros souci, en fait, pour qu'une échelle puisse être utilisée par les soignants. Il faut pas qu'il y en ait trop, parce que sinon, on ne sait plus laquelle prendre et du coup, on ne l'utilise pas ou mal. Donc là, la FLAC modifiée, elle a 5 items comportementaux qui permet d'avoir vraiment une intensité de douleur avec des critères définis plutôt fins et avec 3 réponses possibles d'intensité. Et toujours pareil, comme disait Déborah, avec quand on est observateur et quand on fait une évaluation de la douleur, c'est toujours avoir un regard neutre. Notre patient écrit, on marque, il crie. C'est pas, oui, habituellement, il crie. En fait, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que c'est une douleur installée. Donc, en fait, on doit le mettre dans cette évaluation, dans l'évaluation. On ne considère pas que c'est son habitude.
pour pas fausser en fait les résultats. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin de le connaître l'enfant. Donc, on peut vite la prendre en main. Alors là, on va vous présenter l'Algo Plus. Donc, pour ceux qui ont déjà travaillé ou qui travaillent avec des personnes âgées, elle est plus connue dans ce domaine-là, parce qu'elle est normalement pour les personnes âgées non communicantes. Il existe également la Dolo Plus et le CPA. On a choisi de vous la présenter parce qu'elle est très rapide à prendre en main. Il n'y a aucune nécessité à connaître le patient. Vous voyez, il y a des critères. Donc, par exemple, pour le visage, est-ce qu'on observe des froncements de sourcils, une grimace, la mâchoire serrée? Donc, dès qu'il y a un seul de ces comportements qui est observé, c'est oui. Donc, ça va très vite à utiliser. Et surtout, on a décidé de vous la présenter puisqu'elle est utilisée à la clinique Jules Verne pour des patients en situation de handicap. Ouais. Toujours pareil, il ne faut pas multiplier les échelles. Nous, on a décidé en CLUD en fait, l'utiliser pour nos adultes non, avec troubles de la communication. On a des personnes âgées parce qu'il y a un service de médecine. Donc, ça permettait de ne pas, encore une fois, multiplier multiplier les échelles. Et en fait, avec toujours cette idée d'avoir un langage commun et donc de savoir de partir sur les mêmes bases pour tous nos patients. Alors, on vous a fait un petit tableau récapitulatif des échelles d'hétéroévaluation qu'on vient de vous présenter. Vu que le webinaire sera mis à disposition plus tard et puis potentiellement le PowerPoint, donc ça permettra pour vous d'aller très facilement voir déjà au niveau de la population cible quelle échelle est peut-être la plus appropriée pour vos établissements. On vous a remis combien d'items, quand est-ce qu'elles pouvaient être utilisées. Vous pouvez aussi observer qu'on a marqué le temps requis pour l'évaluation. Alors évidemment, ce sont des échelles qui nécessitent un minimum d'apprentissage. Donc ça, c'est le temps requis pour l'utiliser quand on la connaît. Au départ, probablement, il faudra un peu plus de temps. Et sur la San Salvador, par exemple, elle est très fine et très pointue. Du coup, effectivement, elle demande un temps d'appropriation un peu plus long. Mais après, une fois qu'on l'a bien comprise, elles sont vraiment faciles d'utilisation parce que c'est un peu toujours les mêmes, enfin, c'est pas un peu, c'est toujours les mêmes systèmes. Et c'est avec des choses très précises. Donc, on peut pas. Il y a juste à suivre les indications, en fait. Et puis, pour la San Salvador, pour le coup, il y a vraiment le dossier de base qui est à remplir et peut-être parfois aussi à regarder s'il est toujours d'actualité, parce que la personne peut évoluer. Elle est assez intéressante, hein, cette échelle, parce que du coup, avec son dossier de base, quand le patient est amené à aller dans un autre établissement pour une raison ou pour une autre, bah, du coup, ça peut le suivre. Et en fait, pour une prise en soin plus rapide de soignants, hein, ou de personnes qui connaissent pas le patient à la base, en fait. Donc, pouvoir vite détecter et ne pas laisser la douleur s'installer et apporter du confort. On vous a mis une petite bibliographie avec certains outils. Je te laisse présenter la bibliographie si tu veux. Ouais. Bah, du coup, le HAS, c'est les échelles acceptées pour mesurer la douleur. Comme je vous disais tout à l'heure, on voit plein d'échelles un peu colorées, vraiment très sympas, mais qui sont pas recommandées par l'HAS. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'études dessus. Donc, il faut quand même faire attention avec ces échelles et qu'il faut toujours plutôt privilégier une échelle qui soit validée par l'HAS de façon aussi à enlever cette subjectivité. Après, avec des sites comme Pédiadol, Qualité de vie, Handicap, les problèmes somatiques, enfin voilà, des sites où vous allez pouvoir trouver des informations sur la douleur. Et puis le petit film, là, les ailes du regard. Le film sur comment est venue la création de cette échelle de San Salvador. On vous a mis aussi des outils. Alors, pour la plupart, vous connaissez tous HandiConnect et Santé BD. On les a renotés parce qu'ils sont vraiment intéressants, mais on ne va pas forcément en parler très longtemps. On vous a surtout mis la mallette Andol. Je ne sais plus, je crois que c'est la région PACA pour le coup qui l'a mis en place, mais je ne sais plus. Oui. Enfin bref, ouais. Vous allez voir, c'est disponible sur leur site et il y a le lien de toute manière sur le PowerPoint. En fait, cette mallette, elle regroupe toutes les évaluations de la douleur possible pour enfants, adultes, personnes en situation de handicap, personnes âgées, les validées par la l'HAS et les non validées par la l'HAS, parce qu'on sait qu'il y a des établissements qui aussi ont une préférence pour d'autres échelles.
Nous, on ne vous les présentera pas, mais elles sont disponibles dessus, avec le guide d'utilisation pour chacune des échelles. Donc, elle est vraiment hyper intéressante et gratuite. Et puis, il y a l'application Apo. Ouais, application Apo. Alors, c'est une application qu'on peut télécharger sur nos portables, qui est hyper intéressante en fait, parce qu'elle permet de suivre, par exemple, sur des jeunes filles qui ont des douleurs abdominales, eh ben, de pouvoir faire une échelle de temps à montrer après au médecin. Dire, ah ben, ou sur des migraines, ah, c'est à ce moment-là, et pouvoir en fait regrouper les raisons. Est-ce que c'est parce que c'était au moment du cycle? Est-ce que c'est parce qu'elle avait pris ce médicament? Enfin, ça te permet du coup d'avoir un ensemble d'informations sur une application qui est vraiment facile à connaître, pardon, à utiliser. Vous a mis des petits exemples là, pour faire des calendriers, des statistiques, et qui sont bien utiles pour après, pour les médecins. Alors, je fais une petite rectification. La mallette, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sera plus facile pour la retrouver, du coup. Voilà. On rend César ce qui appartient à César. Ce qu'on a oublié de vous dire, là, dans les échelles, on a choisi de ne pas donner le dépistage l'ADN 4 sur le dépistage des douleurs neuropathiques, parce que c'est pas du tout le même système de douleurs. C'est pas toutes celles qu'on a montrées, c'est des douleurs nociceptives par exagération, par stimuli de douleur, alors que les douleurs neuropathiques n'ont pas le même mécanisme.